Bien, d'abord évidemment, avant de débuter cette intervention, je vais une fois de plus remercier le clergé qui nous a témoigné de sa présence et de son soutien durant cette université d'été. Et bien sûr l'abbé Xavier Beauvais qui nous a fait d'abord une présentation de García Moreno qui était d'autant plus utile que, oui, cette université d'été, c'est la promotion García Moreno, et que donc il s'agissait de débuter cette université d'été en vous présentant un beau modèle d'homme politique catholique, et de la sorte de vous démontrer que dans des circonstances qui semblaient perdues, l'Équateur, à cette époque, n'était guère en meilleur état économique ou moral ou institutionnel que ne l'est la France aujourd'hui. Eh bien, grâce à Dieu, cet homme providentiel a pu bouleverser la situation. Il a infléchi, inversé le cours des événements, et en un temps record, il a restauré, rebâti son pays en fondant cette restauration sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui a été possible en Équateur à ce moment-là, pouvez-vous penser que ce serait impossible en France, fille aînée de l'Église? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que, sous prétexte que nous avons subi plus de 2 siècles de pensée révolutionnaire, nous voilà affranchis de cette situation particulière, de ce rôle particulier de fille aînée de l'Église? S'il y avait suffisamment de catholiques en France aujourd'hui pour mériter un homme providentiel de l'ampleur, de l'envergure de García Moreno, eh bien, tout serait possible. À Dieu, rien n'est impossible. Et donc, avoir commencé cette université d'été par ce rappel historique, cette présentation d'un homme politique extraordinaire, même si cette politique a été menée sur un autre continent, c'est nous mettre face à nos responsabilités. C'est se rendre compte que même si les années ont passé, même si cela ne se déroule pas sur le même continent, sur le même territoire, si nous faisions tout pour le mériter, eh bien oui, nous aurions peut-être à ce moment-là ce cadeau de Dieu d'avoir un homme politique extraordinaire qui nous aide à redresser le pays. Et je remercie évidemment aussi le Père Laurent d'avoir montré que bien sûr des difficultés seront rencontrées si vous acceptez de mener la bataille pour les élections municipales et si vous emportez certaines mairies. Bien sûr, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Bien sûr, vous rencontrerez des obstacles. Bien sûr, il y a des menaces, des épées de Damoclès qui pèsent au-dessus de nos têtes. Mais ceci étant, eh bien, le Père Laurent aussi rappelait que, en aucune façon, cela ne doit vous freiner dans votre ardeur à vous engager pour servir Dieu et votre pays. La vie d'un catholique est faite de sacrifices. La vie d'un catholique
implique d'accepter de porter sa croix. Nous ne devrions pas imaginer participer à une telle université d'été et espérer, prier, attendre un redressement du pays sur base de la doctrine catholique si nous ne sommes pas prêts nous-mêmes à y prendre notre part de travail, avec toutes les conséquences, tous les risques, tous les sacrifices, toutes les abnégations que cela nécessite. Mais c'est cela, être catholique. L'histoire de la chrétienté n'est faite que de sacrifices, n'est faite que de martyrologue, n'est faite que d'abnégation. Est-ce que vraiment nous serions de dignes catholiques si nous continuions à prier les saints qui ont été martyrisés, Sainte Blandine et tant d'autres, Sainte Jeanne d'Arc mise sur le bûcher? Est-ce que nous serions de dignes catholiques si nous mettions les portraits de Charette et de Cadoudal dans les chambres de nos enfants? Si nous donnions les prénoms de ces saintes martyrs ou saints martyrs à nos enfants, mais que nous-mêmes, nous cherchions à nous défiler lorsque vient l'heure de prendre notre responsabilité dans le combat perpétuel de la chrétienté. Toute l'histoire du christianisme n'est que combat, n'est que lutte, n'est que sacrifice, n'est que bataille, n'est que martyr. Mais Tertullien l'a répété. Le sang des martyrs est moisson de chrétiens. Et vous n'êtes pas ici à envisager une élection municipale et à devoir penser à verser le sang. Vous êtes dans une situation autrement plus confortable que celle des catholiques qui vous ont précédés durant des siècles. Vous n'êtes pas encore jeté dans l'arène face au lion. Vous n'êtes pas encore persécuté par le glaive. Vous n'êtes pas soumis au bûcher comme le fut Sainte Jeanne d'Arc. Vous n'êtes pas génocidé comme le furent les Vendéens. Il vous est simplement demandé d'abandonner un tout petit peu de votre confort. Parce que, soyons lucides, l'époque que nous vivons n'a jamais été aussi confortable. Aucune des générations qui nous ont précédés, aucune des générations de chrétiens qui nous ont précédés n'ont connu une époque aussi confortable que la nôtre. Alors, ce qui vous est demandé et qui effraie tant et tant de catholiques ici et ailleurs, en réalité, soyons sérieux, au regard de l'histoire de la chrétienté, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Comment pouvons-nous hésiter? Comment pouvons-nous imaginer que c'est un véritable sacrifice? Ce n'est rien. Au regard de l'histoire de la chrétienté, ce petit engagement, cette petite bataille à livrer, ce n'est vraiment rien. Refuser cette bataille, c'est se montrer indigne. Refuser toutes les batailles de notre époque, de notre siècle pour la chrétienté, c'est montrer incohérence
à continuer à voir les portraits de Charette et de Cadoudal dans vos foyers, à avoir une statue de Sainte Jeanne d'Arc dans votre foyer, à lire des livres sur les Christéros. Tout ça, ce serait du vernis si vous n'acceptiez pas vous-même le moindre petit renoncement de votre confort pour partir à la bataille. Alors, je remercie évidemment aussi le Père Joseph parce qu'il a méthodiquement levé toutes les objections que l'on entend tant et trop dans les chapelles catholiques de France. Tant de gens qui peuvent se poser légitimement de justes questions, mais ils ont maintenant de justes réponses qui devraient les empêcher de continuer à se défausser et surtout de continuer à critiquer ceux qui agissent. Parce que le pire peut-être à notre époque et dans nos chapelles, c'est que ceux qui désertent le combat sont souvent aussi ceux qui, pour tenter de donner légitimité à leur désertion, de se donner une apparence de courage derrière leur fuite, critiquent systématiquement, méchamment, sans aucune charité, ceux qui livrent bataille, ceux qui, pour nous tous, pour le bien commun, assument de livrer bataille. Oui, la simple idée de se présenter à une élection municipale peut en rebuter beaucoup, et nous avons entendu durant les préparatifs de cette université d'été des catholiques, même sympathisants de Civitas, dire qu'ils préféraient s'abstenir de venir à cette université d'été parce qu'ils s'attendaient à ce que nous les bousculions, à ce que nous les secouions par le col pour les mettre devant leurs responsabilités. Et ce discours, il sera aussi retransmis en vidéo, et donc je m'adresse aujourd'hui non seulement à vous qui êtes présents ici physiquement, dans cette salle, mais aussi à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et je vous demande de bien réfléchir, toutes et tous. Je sais aussi que parmi ceux qui acceptent d'agir, beaucoup préfèrent les combats qui sont avant tout symboliques. Aller manifester, marcher, pétitionner. Bien entendu, là encore, c'est plus confortable que d'aller vraiment au charbon. Et comprenez-moi bien, je ne dis évidemment pas qu'il n'est jamais utile de défiler, de manifester. Nous avons nous-mêmes organisé durant des années, et encore maintenant, des défilés, des manifestations. Et Dieu sait que, dans nos chapelles, là encore, certains nous l'ont reproché, forts de leurs 1000 prétextes pour ne rien faire. Mais méfiez-vous des mauvaises stratégies et des mauvaises tactiques. Parce que je vous le dis avec insistance, cette bataille des municipales, elle nous permet d'envisager une victoire. Elle nous permet d'amorcer une reconquête. Certes, elle est plus ingrate que de défiler derrière les pancartes de la Manif pour tous, bien serrées, au chaud, entre les familles versaillaises, bien décidées à aller là où il y a des lampiotes, là où il y a du monde, parce que c'est moins facile, évidemment, d'être critiqué
quand on va là où il y a du monde. C'est quand on est dans le dernier carré, le carré qui se sacrifie, qu'on est pointé du doigt. Mais lorsqu'on se fond dans une foule qui danse et qui chante, c'est plus difficile d'être remarqué et pointé du doigt. Et dans les jours et les semaines et les mois qui viennent, il y aura évidemment bien des occasions qui vont permettre que les catholiques soient sollicités pour à nouveau marcher, manifester, défiler. La PMA et son corollaire, la GPA, et sans doute, dans un très bref avenir, l'euthanasie, vont amener à de nouvelles mobilisations, et ces mobilisations vont prendre la forme notamment de marches dans la rue. Et pourtant, il faut être lucide, elles sont perdues d'avance. Comprenez-moi bien, nous allons nous aussi mener ces batailles contre la PMA, contre la GPA, contre l'euthanasie. Nous allons mener ces batailles parce que ce témoignage est nécessaire, il est même indispensable. Et vous avez vu d'ailleurs, pour ceux qui sont ici à cette université d'été, nous avons même déjà préparé toute une série de modèles, d'affiches et d'autocollants qui montrent clairement le processus qui va s'entamer. Parce que si l'Assemblée nationale va bientôt être amenée à voter le projet de loi visant à légaliser la PMA, elle sera naturellement immédiatement suivie de la GPA. Et ceux qui organisent et la PMA et la GPA ont un plan beaucoup plus complet que cela, qui mène à ce que la procréation devienne complètement artificielle, et ce sont notamment les projets d'utérus artificiels sur lesquels travaillent de façon très avancée déjà toute une série de scientifiques qui collaborent à ce plan mondialiste. Et donc, oui, il faut lutter contre la PMA, contre la GPA, contre la procréation artificielle, contre l'utérus artificiel qui va suivre, contre l'euthanasie. Oui, il faut le faire, et oui, nous allons le faire. Et oui, nous allons le faire sans concession. Et sans concession, ça veut dire que nous n'allons pas appeler à manifester le 6 octobre sous un slogan qui est « Liberté, égalité, paternité », avec comme emblème une Marianne et son bonnet phrygien, emblème de ce que nous propose une fois de plus la Manif pour tous. Oh, je ne juge pas les intentions. Je veux bien croire qu'encore une fois, parmi ceux qui organisent tout cela, beaucoup sont véritablement de bonne foi, pensent bien agir. Mais Bossuet nous l'a suffisamment expliqué. On ne peut dénoncer les conséquences dont on chérit les causes. Et on ne peut dénoncer la PMA et la GPA en se référant à la révolution de 1789 qui a voulu détruire l'ordre naturel. C'est cette pensée révolutionnaire qui sert précisément à asseoir cette théorie de dénaturation du mariage, d'avortement, de PMA, de GPA, de procréation artificielle. On ne peut raisonnablement imaginer que l'on va endiguer un processus comme celui-là en utilisant comme repère, comme critère, ceux de nos adversaires. Oh, bien sûr, en se soumettant à leur logique, à leur langage,
à leurs références, à leurs critères, on va probablement, évidemment, beaucoup plus passer à la télévision que Civitas. Ça, il n'y a pas de doute. Et c'est certainement plus prometteur de pouvoir rassembler tous les bien-pensants modérés qui ont peur de proclamer la vérité intégrale. Mais ce n'est pas comme ça que l'on peut envisager une quelconque victoire. Ce schéma-là, c'est celui qui nous mène inévitablement de bataille en bataille systématiquement à la défaite. Pire encore, pour que les choses soient bien claires et pour que l'on comprenne bien que même si nous allons mener ces batailles-là, elles sont perdues d'avance, c'est que le système fonctionne d'une telle façon que ce projet de loi déposé par le gouvernement de Macron n'est soumis qu'à deux types d'assemblées, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, aucune autre. Or, mes chers amis, les catholiques de France, ayant refusé d'envoyer des députés catholiques à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils en payent maintenant les conséquences. C'est cela la logique du système, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient tant de scrupules, ou parce qu'ils voulaient le vote utile, ou que sais-je, tant de fariboles, ils ont écarté d'un revers de la main les tentatives de mettre sur une chaise de l'Assemblée nationale ou du Sénat des députés et des sénateurs catholiques. Nous avons pourtant tenté de proposer cela aux Français. Mais les catholiques, bon teint, ont continué à jouer la carte du système. On sait même que beaucoup de catholiques ont voté pour la Macronie. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque le projet de loi pour la PMA va être soumis à l'Assemblée nationale, il ne va rencontrer quasiment aucune opposition. Vous avez une composition de l'Assemblée nationale qui ne laisse aucune hypothèse d'empêcher cela. La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron, dispose de la très grande majorité dans les assemblées parlementaires. Mieux encore, le parti Les Républicains, la fausse droite, avoue déjà qu'au moins 10% de ses parlementaires vont voter en faveur de la PMA et de la GPA. Vous avez les élus du Parti socialiste qui vont bien sûr voter la PMA. Vous avez les élus de Mélenchon qui vont voter la PMA. Et tous ceux qui ont parlé de vote utile, finalement, se retrouvent avec bien peu de gens, et le Rassemblement national à l'Assemblée nationale ne pèse rien. Donc, conclusion, les dés sont jetés, c'est mathématique. Et pire encore, il n'y a aucun levier possible sur les parlementaires. C'est-à-dire que compte tenu que les catholiques ont voté pour beaucoup pour des parlementaires clairement anticatholiques, bien, en fait, il n'est même pas possible d'envisager de façon lucide que pétitionner, écrire, aller sonner à la porte de ces députés ou sénateurs est une quelconque chance d'infléchir leur vote. Ils ont été élus sur un programme qui était anticatholique. Ils n'ont aucune raison logique de s'intéresser aux revendications des catholiques maintenant. Vous voyez, c'est ça le drame.
c'est qu'à force de ne pas comprendre l'importance de la politique, tout ce qui nous entoure est soumis à la révolution. Tout notre cadre de vie est concerné par cela. Et nul ne peut penser vivre dans sa tour d'ivoire et s'y soustraire et y échapper. Tous ceux qui se sont donné bonne conscience vont maintenant en payer le fruit. Et donc, les élections municipales, au contraire, elles nous permettent d'ambitionner des victoires. Alors, mes chers amis, est-ce que par une forme de masochisme, nous ne voulons batailler que lorsque nous sommes assurés de défaite? Ou est-ce qu'il nous intéresse en tant soit peu de batailler lorsque des victoires sont à notre portée? Vous savez, je vais simplement encore donner un petit exemple de cela venant de notre adversaire. Je vais citer Jaurès. Jaurès écrivait dans son journal, à l'issue d'un débat à la Chambre et au Sénat, « Nos adversaires ont-ils opposé doctrine à doctrine, idéal à idéal? Ont-ils eu le courage de dresser contre la pensée de la Révolution l'entière pensée catholique? De réclamer pour le Dieu de la révélation chrétienne le droit non seulement d'inspirer et de guider la société spirituelle, mais de façonner la société civile? Non, ils se sont dérobés. Ils ont chicané sur des détails d'organisation. Ils n'ont pas affirmé nettement le principe même qui est comme l'âme de l'Église. Vous voyez, nos adversaires, eux, se moquent de nous parce que justement, nous ne bataillons pas en tant que catholiques. Si les catholiques de l'époque avaient eu l'ambition d'avoir des députés catholiques, les lois de 1905 n'existeraient pas. Les lois de 1905 n'ont été rendues possibles que parce que les catholiques ont déserté le champ politique. Tout ce que nous subissons en matière de fanatisme laïciste est le résultat de la désertion par les catholiques du champ politique dès le début du XXe siècle. Alors, au contraire, les élections municipales, elles, comme je vous l'ai dit, nous permettent raisonnablement d'ambitionner de véritables victoires. Pourquoi? Est-ce que c'est une lubie de ma part? Est-ce que c'est encore une espèce d'optimisme béat d'Escada de vouloir promettre aux catholiques qu'une victoire est possible à l'occasion de ces élections municipales? Non, ce sont des faits raisonnables. L'Association des maires de France a estimé, depuis maintenant près d'un an déjà, que sur les 34 900 communes à peu près qui subsistent, au moins 2000 se retrouveront dans une situation, dès aujourd'hui, où aucun candidat n'a l'intention de se présenter. Mieux encore, les projections à ce sujet laissent raisonnablement penser que, à la veille du mois de mars 2020, il s'agira de 5000 communes de France qui se trouveront sans candidat. Alors, mes chers amis, si les catholiques de France s'engouffraient dans cette brèche, imaginez un peu le bouleversement que cela pourrait signifier. Imaginez un peu le résultat. Si au soir du 22 mars, par la grâce et la détermination, il existait, comme cela,
2000, 5000 mères catholiques. Imaginez ce que cela signifierait en termes de changement des cartes dans la vie politique française. Ce serait une redistribution complète des cartes sur la scène politique. C'est possible. C'est possible si nous le voulons. Mais si nous refusons une fois de plus de nous salir les mains, c'est encore une victoire qui nous échappera. Et il faudra en payer le prix. Et à l'heure du jugement dernier, eh bien, il faudra expliquer pourquoi nous avons refusé les batailles, même lorsqu'elles étaient confortables et promises à la victoire. Parce que l'on ne me dise pas non plus « Oh mais c'est trop tard, il aurait fallu que j'y pense plus tôt, c'est déjà au mois de mars 2020, ce sera pour la fois prochaine, vous savez, il faut le temps que je me prépare, que je me forme, que là c'est beaucoup trop tôt. Non, 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 ce sera pour la prochaine fois. » Mais qui vous dit que ce scénario-là sera encore possible la prochaine fois? La possibilité d'emporter 5000 communes en France sans le moindre effort, simplement parce qu'elles sont abandonnées, c'est une situation qui ne se reproduira pas la prochaine fois. Je vous donne quelques éléments pour comprendre que c'est maintenant ou ce n'est plus. C'est que, compte tenu de cette annonce, toutes les communes qui se trouveront au mois de mars 2020 sans candidat sont condamnées à la fusion. La victoire est là. Vous ne voulez pas la saisir. L'histoire ne repasse pas les plats. Mieux encore, pensez, d'une part, ces communes qui sont à portée de main, sans effort, si vous ne les prenez pas maintenant, elles seront fusionnées. Et puis d'autres, eux, réfléchissent. La nature ayant horreur du vide, d'autres sont prêts à y aller, eux, avec des convictions religieuses, mais pas les vôtres. Des listes musulmanes, il y en aura des quantités innombrables en mars 2020. La nature ayant horreur du vide, si vous ne vous battez pas pour reprendre ce pays, d'autres s'en chargeront, à leur façon, pour leur cause. Enfin, un troisième élément que vous devez en tenir en considération, c'est que nous ne sommes vraiment pas à l'abri d'un bouleversement soit économique, soit lié au chaos migratoire, qui ferait que les prochaines élections municipales nous échapperaient complètement. Si c'est le grand crash financier dont les conséquences sont incalculables, ou si, comme le souhaitent les mondialistes, c'est un scénario qu'ils activeront quand ils jugeront le moment bon, si le pays, à un moment ou l'autre, est livré au chaos, à une forme de guerre civile, cela servira avant tout à légitimer le recours à une force d'intervention internationale qui viendra légitimer officiellement le besoin d'un gouvernement mondial. Cela fait partie des scénarios que les Attali et consorts ont dans leur petit carton, et ils le sortiront simplement quand ils jugeront le moment le plus propice. Donc, encore une fois, l'histoire ne repasse pas les plats. Vous avez là une énumération de circonstances qui font que c'est maintenant ou ce n'est plus. Alors,
bien sûr, vous pouvez encore me dire, oui, mais véritablement, est-ce qu'on peut penser que en allant à ces élections, en saisissant ces opportunités de s'emparer de mairie, nous allons vraiment faire œuvre utile? D'abord, vous avez eu l'occasion d'entendre une série de témoignages qui vous ont démontré qu'il y a véritablement un bien commun qui est possible d'être obtenu par l'entremise de ces mairies. Je vais même insister plus avant sur quelques éléments qui doivent vous faire comprendre toute l'importance d'aller à ces élections municipales. Voulez-vous, dans des petites communes de France, restaurer les églises et les calvaires? Eh bien, saisissez la mairie. Voulez-vous veiller à ce que les subventions municipales n'aillent pas à une association de jeunes spécialisés dans le graffiti et le rap? Voulez-vous que les subventions n'aillent pas à l'association LGBT locale? Voulez-vous qu'elles ne servent pas le club de pétanque subsaharienne? Voulez-vous qu'elles ne servent pas à l'association de djembé subventionnée? Eh bien, c'est en reprenant le contrôle des subventions municipales et en l'affectant au contraire au bien, au beau, au vrai. C'est le combat entre la laideur et la beauté, entre le mensonge et la vérité, entre la révolution et le bien. Voulez-vous que votre commune soit préservée de certaines publicités immorales qui s'affichent sur du mobilier urbain? C'est encore possible à travers la reprise des municipalités. Je vous rappelle qu'il y a eu ce cas il y a 1 an et demi, je pense, d'une campagne d'affichage abjecte en faveur de la promotion de l'homosexualité. C'était sur des grands panneaux publicitaires d'un grand affichiste. Mais justement, c'est du pouvoir du maire de mettre fin à des campagnes publicitaires qui vont à l'encontre des bonnes mœurs. Et plusieurs maires ont saisi cette opportunité et ont mis fin à ces campagnes publicitaires. Alors, voyez, si ça ne se faisait pas simplement dans 2 ou 3 communes, mais dans quelques milliers, ça changerait fondamentalement la donne. Il y a bien sûr la bonne gestion. Ce n'est pas rien, la bonne gestion. Oh, bien sûr, ce n'est pas une affaire religieuse, la bonne gestion. Que vous soyez catholique ou non, la bonne gestion, ce n'est pas propre aux catholiques. Mais un catholique doit se soucier du bien commun, et donc la bonne gestion, ce doit être le souci des catholiques. Effacer les dettes, c'est permettre aux habitants de la commune de se libérer du poids fiscal. Ce n'est pas rien que de permettre à des familles d'être déchargées d'un fardeau fiscal qui vient les priver de ressources nécessaires à leur vie de famille. La commune, c'est aussi la sécurité, la police municipale. Et donc, en ces temps très prometteurs en la matière, disposer d'une police municipale dont l'autorité est favorable à la restauration de la sécurité, c'est tout autre que de la laisser aux mains du laxisme. Ce n'est pas le devoir d'un catholique, mais demandez-vous si, lorsque vous serez victime d'un prochain cambriolage,
vous n'auriez pas dû préalablement vous poser la question d'être candidat à la mairie et d'avoir eu recours à la police municipale d'une autre façon que celle du maire laxiste qui vous aura conduit dans cette panade. L'immigration. Oh, bien sûr, ce n'est pas un maire de France qui va mettre des murs empêchant la submersion migratoire. Mais un maire a quand même quelques astuces potentielles pour limiter la submersion de sa localité. Voulez-vous des écoles qui ne soient pas celles de la République et qui permettent à vos enfants d'être préservés quelque peu des programmes les plus pernicieux? Pour cela, rien ne vaut le fait d'avoir un maire favorable pour donner les autorisations d'implantation. Voulez-vous que des fêtes religieuses subsistent dans la commune, qu'une procession y soit possible, que la crèche de Noël y soit visible, que des expositions viennent mettre en valeur l'histoire de la chrétienté? Bien, tout ça est possible si vous avez la mairie. Si c'est un maire musulman ou communiste, ça devient tout relatif. Les spectacles. Voulez-vous de bons spectacles ou de mauvais spectacles? Il y a des façons de limiter les possibilités d'implanter de mauvais spectacles dans votre commune. Il y a au contraire des façons de permettre qu'un spectacle vienne y trouver sa place. Je vais donner une illustration qui montre les astuces possibles pour un maire. Alors, elle ne concerne pas ce que j'appellerais un bon spectacle, mais un humoriste bien connu, quelque peu au nid de la République, avait réservé une salle dans une mairie d'une localité dont le maire est bien pensant, de notre point de vue du moins. Le préfet a interdit le spectacle. Donc on pourrait se dire, ben voilà, à quoi bon, le préfet est en haut. Mais le maire a joué d'une astuce. Puisque le préfet interdisait que le spectacle se tienne dans cette salle municipale, le maire a demandé à sa police municipale de mettre à l'entrée de la salle le cadenas le plus petit qu'il trouverait. Et le maire a téléphoné à l'humoriste en question en lui disant « Voilà, c'est interdit. Il y a un cadenas, mais il est tout petit. Et la police municipale sera à l'autre bout de la commune. Alors, voilà, s'il se passe quelque chose, on n'aura rien vu, quoi. Hein. Voilà. Vous voyez, des astuces, elles sont possibles. Un brin d'imagination, un brin d'audace, et on inverse le cours des choses, même si autour de nous, nous avons des institutions et un étau qui se resserre. La lutte contre la désertification, je pense aussi que c'est un élément extrêmement important qui doit être pris en compte par nous. Aujourd'hui, la France rurale, elle se vide. Elle se vide de sa jeunesse tout particulièrement. Elle se vide parce que la vie économique disparaît des petites communes. Elle se vide parce que les services publics disparaissent des petites communes. Bien, je pense que si quelques milliers de catholiques s'emparaient de mairies, leur devoir, leur souci serait justement de faire le nécessaire pour maintenir des services publics dans les communes, pour qu'il y ait bien une poste à proximité, qu'on ne doive pas faire 1 heure de route pour trouver une poste, pour qu'on ne doive pas faire 1 heure de route pour qu'on trouve une banque.
pour qu'on ne doive pas faire 1 heure de route pour trouver une boulangerie, pour trouver une boucherie. Et si l'on voudrait justement réimplanter une activité pour la jeune génération, quoi de mieux que de restaurer le petit commerce, les petites entreprises, de tout faire pour qu'une vie économique locale reprenne place. C'est la tâche potentielle d'un maire. Il y a aussi un élément sur lequel je voudrais insister, c'est Valérie Lopi en a parlé dans son atelier brièvement, c'est la question de la monnaie. C'est la possibilité de mettre en place une monnaie locale. Alors évidemment, si vous avez un bourg de 50 habitants, ce n'est pas aisé de lancer une monnaie locale, quoique. Mais je veux vous faire mesurer que si nous avions, au soir du 22 mars 2020, quelques 2000 ou 5000 communes prises en main par des maires catholiques, ces maires peuvent s'entendre entre eux pour qu'une monnaie ait valeur sur leur territoire. À l'heure où les mondialistes planifie la disparition de l'argent liquide et le contrôle complet de vos avoirs, c'est une alternative très importante qui est à votre portée si vous la saisissez maintenant. Pas dans l'espoir d'avoir une prochaine élection municipale, ce sera trop tard. Mais là, c'est possible. La disparition de l'argent liquide, elle est planifiée. Elle est dans les dossiers. Le temps est compté. Vous n'avez plus beaucoup de temps devant vous. Et mesurez bien ce que ça signifie. Si l'argent liquide disparaît, vous êtes totalement à la merci du système. C'est-à-dire que le système voit tout et sait tout de vous à ce moment-là. Vous payez votre cotisation à Civitas, il n'y a pas d'autre moyen que de la payer de cette façon-là. L'État le sait. Vous payez votre dîme à Morgon, eh bien, l'État le sait. Vous achetez un livre politiquement incorrect, l'État le sait. Vous allez à une réunion, à un meeting politiquement incorrect et vous payez votre entrée électroniquement, l'État le sait. Et si vous devenez donc gênant pour l'État, eh bien, il suffira de 2 clics pour qu'un bug mette vos comptes dans le rouge et que vous soyez mis à mort socialement. Ce sera d'une simplicité déconcertante pour nos adversaires. Donc, encore une fois, mesurez ce qu'il est possible de faire encore maintenant et considérez que le temps presse. Je voudrais là aussi, utiliser une petite citation. Elle est d'Aldous Huxley. C'est dans Le Retour au meilleur des mondes. En attendant, il reste quelques libertés dans le monde. Peut-être les forces qui la menacent sont-elles trop puissantes pour que l'on puisse leur résister longtemps? C'est encore et toujours notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous opposer à elles. Donc, ne laissez pas passer vos opportunités tant qu'il en est encore temps. Puisque nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Alors, mes chers amis, un engagement maintenant. Il faut prendre un engagement. Il faut que chacun de vous, présent ici physiquement, en prenne un.
Et il faut que, à terme, ceux qui verront cette vidéo se sentent aussi tenus que vous, présents ici physiquement. Bien sûr, nous n'avons pas la pression du clergé et des responsables de Civitas ici aujourd'hui présents physiquement qui peuvent atteindre les gens qui virtuellement entendront ce discours. Mais que le raisonnement qui a été tenu jusqu'ici amène chacun de ceux qui entendra ce discours à réfléchir et à prendre ses responsabilités tant que le temps le permet. Donc, mes chers amis, vous avez un éventail de possibilités qui s'offrent à vous. Première chose, c'est de commencer dès maintenant à assister aux réunions municipales. Il vous a été démontré durant cette université d'été que le simple fait d'y assister, d'abord cela vous donne une expérience, mais aussi cela met sous pression les élus municipaux. C'est quand même beaucoup plus difficile de continuer à faire les mafieux lorsqu'il y a des témoins. Ensuite, il y a l'option de présenter une liste aux élections municipales ou d'intégrer une liste pour ceux qui n'ont pas la possibilité de former une liste avec les candidats en quantité suffisante, ou tout simplement parce que, somme toute, le maire sortant n'est pas mauvais, mais qu'en prenant place au sein de sa liste, on pourra jouer un rôle utile au bien commun. En ayant cette volonté soit de présenter une liste, soit d'intégrer une liste, il y a ensuite toute une série d'hypothèses qui se présentent à vous à nouveau. Être maire, c'est évidemment ce que je vous souhaite à tous. Je vous ai dit à quel point c'était urgent, à quel point l'histoire ne repassera pas les plats. Vous avez beaucoup de choses bonnes à faire si vous acceptez de relever le gant. Vous pleurerez toutes les larmes de votre corps pour vos enfants et vos petits-enfants dans quelques années si vous n'avez pas accepté de relever le gant. Si vous n'êtes pas dans une situation qui vous permet d'être maire, il y a la possibilité d'être adjoint au maire. Et adjoint au maire, ce sont des compétences qu'il faut saisir dans l'un ou l'autre domaine clé par rapport à nos objectifs. Mais bien sûr, selon les circonstances, on peut être simplement conseiller municipal. Et conseiller municipal, c'est déjà utile. Dans la majorité, bien sûr, c'est mieux. Mais même un conseiller municipal de l'opposition n'est pas inutile. C'est déjà une épine dans le pied du système local. Ne jamais abandonner le terrain aux autres. Chaque place vide laissée par un catholique est occupée par un ennemi des catholiques. Bien sûr, si, pour une raison diverse, soit d'incompatibilité professionnelle, soit parce que vous n'avez vraiment pas les disponibilités possibles, soit parce que vous n'avez pas l'âge requis pour être déjà candidat, il y a la possibilité d'être un militant de terrain qui va aider à la réussite d'une campagne d'un candidat ou d'une liste. Il y a des gens qui vont pouvoir mettre à disposition leur talent. Je sais que des gens, pour des raisons professionnelles, ne pourront pas s'y investir. Mais même si on ne peut pas, pour des raisons professionnelles, être candidat, on peut mettre ses talents au service d'autres candidats. On peut, si l'on est graphiste, informaticien, vidéaste, juriste, aider un candidat. Et même si l'on a le cerveau peu plein,
mais qu'on n'a pas deux mains gauches, on peut aider le candidat à aller distribuer des tracts. On peut aussi, et c'est cumulable, créer une section locale Civitas. On peut, par 1000 façons, contribuer d'une façon ou d'une autre à cette bataille. Mais bien sûr, il ne serait pas décent que la majorité d'entre vous, que ce soit ceux qui sont présents physiquement ici ou ceux qui regarderont cette vidéo, il ne serait pas décent que la majorité d'entre vous se défausse sous de fallacieux prétextes. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas compétent, je ne suis pas bien formé, ma fille a la varicelle et ma belle-mère demande qu'on lui prépare son repas. Il ne serait pas décent que la majorité d'entre vous use et abuse de fallacieux prétextes pour ne pas remplir son devoir d'État. Parce que le clergé présent ici me corrigera si nécessaire, mais compte tenu des circonstances, compte tenu des enjeux, compte tenu du basculement civilisationnel qui peut se faire dans un temps bref si les catholiques ne prennent pas leurs responsabilités, eh bien je pense vraiment que c'est le devoir d'État de s'engager pour beaucoup de catholiques français. Bien sûr, pas tous, mais beaucoup. Et je voudrais terminer par quelques citations qui, quand même, sont de nature à vous rappeler votre devoir de vous engager. Celle-ci de Léon XIII. Il y en a qui ne voudraient pas qu'on s'opposât ouvertement au triomphe de l'injustice toute-puissante, crainte d'exaspérer la colère des adversaires. Ces gens-là, sont-ils pour l'Église ou contre elle? On ne saurait le dire. Rien n'est plus impropre à faire reculer le mal. Nous avons en effet des ennemis dont le dessein, et ils ne s'en cachent pas mais s'en vantent tout haut, est d'anéantir s'ils le peuvent la vraie religion, la religion catholique. Et pour y arriver, il n'est rien qu'ils n'osent. Ils savent bien en effet qu'en intimidant le courage des bons, ils se facilitent leur besogne. Aussi est-ce faire leur jeu, bien loin de les arrêter, que de s'engouer de cette prudence de la chair qui veut ignorer la loi imposée aux chrétiens d'être un militant. Céder ou se taire quand s'élève de toutes parts une telle clameur contre la vérité est ou bien lâcheté, ou bien hésitation dans la foi. C'est dans les deux cas se déshonorer et faire injure à Dieu. C'est compromettre son salut et celui des autres. C'est travailler pour les seuls ennemis de la foi, car rien n'encourage l'audace des mauvais comme la faiblesse des bons. Au surplus, les chrétiens sont nés pour la lutte. Mes chers amis, avant que vous quittiez cette université d'été, de grâce, pour ceux qui ne l'ont pas fait, prenez votre carte de membre 2019 de Civitas. C'est un encouragement pour nous à mener le combat. Mais surtout, au-delà de cela, avant de partir de cette université d'été, venez trouver l'un des responsables nationaux de Civitas ici présents que vous avez pu identifier et donnez un petit papier avec votre résolution. Votre résolution, votre nom, vos coordonnées, votre zone géographique. Et nous vous promettons que nous viendrons régulièrement vous joindre pour vous aider à tenir votre résolution. N'y manquez pas, vraiment.
Et pour ceux qui, bien sûr, ne sont pas ici physiquement, mais qui voient cette vidéo, eh bien, je vous en conjure, vous aussi, prenez contact avec le secrétariat de Civitas et prenez une ferme résolution dès maintenant de vous présenter aux élections municipales. Et nous vous le promettons, aussi bien que nous vous demandons un engagement, nous en faisons un aussi. Nous nous engageons à vous assister avant, pendant et après l'élection, tant spirituellement, je pense que je peux le dire au nom des capucins ici présents et de l'abbé Beauvais, nous nous engageons à vous aider avant, pendant et après les élections municipales, tant spirituellement que techniquement et politiquement. Nous comptons sur vous.